Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'Ukraine dans l'UE, vieille lune. Zelensky, tout possible, réalité future. Le président ukrainien a redit ses envies d'Europe. Rejet de l'euthanasie au Sénat, mais retour à l'Assemblée. Après une victoire en trompe-l'œil des opposants à la loi, les députés prennent les choses en main et devraient, selon toute vraisemblance, légaliser l'ultime piqûre. Nous reviendrons enfin sur la situation en Syrie où l'attaque contre les Kurdes par Damas et la libération soudaine de dizaines de milliers de djihadistes fait naître la crainte d'un retour de l'État islamique. L'Ukraine dans l'UE dès le 1er janvier 2027, c'est ce que réclame désespérément Volodymyr Zelensky. Mais hier, le chancelier allemand Friedrich Merz est venu calmer ses ardeurs. Explication, Édouard Chano. Les 90 milliards d'euros promis par Bruxelles ne lui suffisent pas. Volodymyr Zelensky veut aussi forcer la porte de l'UE dès 2027. Hier, 28 janvier, celui-ci assurait sur X, à l'issue d'une conversation téléphonique avec le chancelier autrichien Christian Stocker, faire de cette adhésion à l'UE une garantie de sécurité pour son pays, avec une date d'entrée concrète et surtout quasi immédiate. Un argument qu'il ne cesse de ressasser ces derniers jours, puisqu'il y a 48 heures à Vilnius, il affirmait déjà toute honte bue que son pays, pourtant en guerre et au bord du gouffre financier, serait techniquement prêt à rejoindre l'UE l'année prochaine. Pour sa tentative d'entrisme, Zelensky peut compter sur Donald Trump, les États-Unis et la Russie envisageant dans l'accord de paix actuellement négocié une intégration de l'Ukraine à l'UE à cette date du 1er janvier. Moscou n'a jamais catégoriquement refusé celle-ci, contrairement bien sûr à une entrée dans l'OTAN. Les deux puissances semblent s'accorder sur le fait de faire payer aux Européens la reconstruction de ce pays qu'ils semblent tant aimer. Mais cette perspective commence à gêner au sein de l'UE. Si Ursula von der Leyen répète aussi que l'intégration accélérée de Kiev est nécessaire, elle ne précise aucune date. Et hier, le chancelier allemand a dévoilé d'intenses discussions sur ce sujet entre les dirigeants européens et Washington. Mais Friedrich Merz s'oppose catégoriquement à une entrée rapide de Kiev dans l'Union. Nous avons discuté ce point de détail à Berlin en décembre et à Paris il y a 3 semaines. Et nous avons aussi parlé aux Américains qu'une intégration de l'Ukraine au 1er janvier 2027 était hors de question. Ça ne marche pas. Tous les participants, y compris l'Ukraine, qui veut intégrer plus tard l'Union européenne, doivent répondre aux critères. Le processus prend en général plusieurs années. L'Ukraine a besoin d'une perspective pour devenir membre de l'Union européenne. Mais un processus aussi rapide n'est tout simplement pas possible. Nous pouvons progressivement rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne sur ce chemin. C'est toujours possible, mais une adhésion aussi rapide n'est tout simplement pas possible. Et il y a maintenant d'autres priorités. Ce sont les négociations qui se déroulent à Dubaï. Nous sommes en contact étroit avec les Américains. Rappelons que Kiev a reçu le statut de candidat en 2022 après le début de la guerre et les négociations d'adhésion ont officiellement commencé en 2024. Des négociations explicitement bloquées par la Hongrie pour l'heure, Budapest estimant que l'adhésion de l'Ukraine menacerait la sécurité et l'économie de l'Union. L'intervention de Friedrich Merz révèle une prise de conscience à Berlin, selon le professeur Édouard Husson, cofondateur du Courrier des stratèges. Écoutez, je crois que d'abord, il y a en Friedrich Merz, aussi étonnant que ça puisse paraître, dort un disciple d'Emmanuel Kant qui s'est brusquement réveillé en disant « ce n'est pas la règle, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. La loi morale nous interdit de brusquer les étapes, nous devons respecter des processus ». Je suis ironique, mais l'Allemagne se voit comme gardienne des traités, et pas simplement gardienne des traités, gardienne de la règle. Friedrich Merz se rend bien compte que ça lui créerait beaucoup de difficultés en politique intérieure, en particulier l'AfD, qui serait contre. La gauche aussi, si vous ajoutez à ça que ses voisins européens sont loin d'être enthousiastes, tout ça fait que Merz est sans doute un peu prudent. Puis la troisième chose, c'est, je remarque depuis le début janvier, une légère inflexion, moins d'agressivité vis-à-vis de la Russie. Peut-être veut-il envoyer un signe en disant nous n'irons pas à un rythme déraisonnable pour faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne. Et il sait bien que tant que l'Ukraine est en guerre, cette adhésion n'est pas possible. En juillet dernier, Friedrich Merz envisageait une intégration en 2034. Le commissaire européen à l'élargissement, Oliver Varhelyi, proposait celle de 2029. Et Dorisson souligne que cette catastrophe potentielle pour l'UE, déjà exsangue, s'explique par la volonté de Volodymyr Zelensky de jouer sa survie sur cette promesse d'intégration. D'abord, de fait, ça serait une façon de contrevenir absolument aux règles d'adhésion qui prévoient des processus lents. Personne ne va contredire sérieusement Merz sur le sujet. La deuxième chose, c'est que ça serait une gifle donnée à
d'autres pays, comme par exemple la Turquie, qui prendra très mal le fait qu'on fasse une procédure accélérée pour l'Ukraine, alors que pour elle, on fait une procédure ralentie volontairement depuis des décennies. Au-delà de ça, ça serait une catastrophe pour l'Union européenne. Pensons simplement à l'agriculture. L'agriculture française finira d'être démolie par la concurrence ukrainienne. Surtout si ce sont des grands exploitants américains qui sont nos concurrents, en exploitant les terres noires ukrainiennes. Tout ça est évidemment de la folie. Je comprends bien le calcul des uns et des autres à Bruxelles, consistant à penser que une fois que l'Ukraine est dans l'UE, on pourra par effraction la faire entrer dans l'OTAN. Évidemment, ça, les Russes bloqueront. Donc on a une espèce de forcing avec Zelensky qui n'a plus aucune crédibilité, mais qui joue sa tête en fait, et qui espère être protégé par ce type de processus. Volodymyr Zelensky entretient donc ce processus pour sauver sa tête, mais les dirigeants européens, visiblement, comprennent de plus en plus qu'ils risquent la leur en prolongeant la partie ukrainienne aux dépens de leur peuple. L'euthanasie avance. La proposition de loi était devenue une coquille vide, mais le Sénat l'a rejetée, laissant la place à la version de l'Assemblée nationale. Explication Renaud de Bourleuf. Pour 122, contre 181, le Sénat n'a pas adopté. Coup de théâtre au Sénat. Mercredi, la Chambre haute a rejeté la proposition de loi sur la dite aide à mourir. Faut-il y voir un recul de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ? Contrairement à ce qui est parfois affirmé, non, au contraire. En effet, le texte soumis au vote mercredi avait été totalement détricoté. Il n'était plus question d'acte létal, et l'aide à mourir avait été remplacée par une assistance médicale à mourir, consistant en un droit opposable au soulagement de la douleur. C'est ainsi que le vote de la semaine dernière, mercredi 21 janvier, avait créé la surprise en retournant la situation. Désormais, c'était les opposants à la piqûre mortelle qui soutenaient le texte pour renvoyer une coquille vide à l'Assemblée nationale, et les partisans de l'euthanasie qui s'opposaient au texte. Donc, une nouvelle surprise hier soir. Le président de la Marche pour la vie, Guillaume de Theullois, a travaillé quelques années au Sénat et commente les récents revirements au sein de la Chambre haute. Ce qui était surprenant, c'était plutôt le vote de la semaine dernière que le vote d'hier soir. Parce que la semaine dernière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coalition de votes tout à fait contradictoires qui ont voté la même chose, mais pour des motivations à peu près exactement inverses. Une bonne partie de la gauche considérait que les garde-fous apportés par la Commission des affaires sociales dénaturaient le texte, et donc ils étaient contre ces garde-fous, et donc ils ont voté contre l'article 4 qui définit les critères d'éligibilité à l'euthanasie et au suicide assisté. Et une partie de la droite dite conservatrice a voté contre l'article 4 aussi, mais pour une logique tout à fait différente, c'est qu'elle était contre le principe même du geste létal, de la mort administrée. Et donc, à une faible majorité, l'article 4 a été rejeté. Et en fait, on est revenu à quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets, au Sénat. Le vote d'hier, même si c'est pas une bonne nouvelle, le vote d'hier est en fait d'une certaine façon plus logique que le vote de la semaine dernière. La navette parlementaire continue. Dans la foulée du vote à la Chambre haute, le président du Sénat, Gérard Larcher, a transmis le texte à l'Assemblée nationale, dont la présidente Yaël Braun-Pivet est une zélée partisane de la piqûre mortelle. Moi, je ferai tout pour que ce texte puisse être adopté de façon définitive avant l'été 2026, pour qu'il puisse rentrer en application avant la fin du quinquennat. Pas de texte adopté au Sénat, c'est donc tout simplement le texte adopté par les députés le 27 mai qui va revenir sur les bancs du Palais Bourbon. Les élus de la Chambre basse vont de nouveau débattre pour l'adoption d'un texte éventuellement amendé. Les députés devraient commencer l'examen à partir du 16 février. Donc ça, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle, puisqu'on a déjà le texte le plus permissif de tout le monde occidental, à ma connaissance, sachant que tout le monde sait que dès que ce texte est passé, dès l'année suivante, il y a des nouveaux garde-fous qui vont tomber. Donc en fait, les garde-fous eux-mêmes ne serviront strictement à rien. C'est même si par impossible on arrivait à en rajouter, ça tombera dans les mois ou années qui suivent. Enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout du complotisme, hein, ça a été archi documenté par les promoteurs de l'euthanasie. À titre d'exemple, l'ancien député du Rhône, Jean-Louis Touraine, soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, donne l'image du pied dans la porte. Il s'exprimait ainsi avant l'arrivée de la proposition de loi au Parlement. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer.
Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Notons que les partisans de la piqûre fatale semblent très pressés d'ouvrir cette porte. Guillaume de Thieulois nous alerte sur un point qui a peu retenu l'attention. J'attire juste votre attention sur un phénomène qui a l'air d'avoir complètement échappé. Et enfin, moi, je l'ai découvert ce matin tôt. Donc, le texte est sorti du Sénat hier soir. Et les amendements à l'Assemblée nationale doivent être déposés au plus tard samedi. C'est-à-dire que un texte qui est soi-disant un texte de longue concertation, etc., donc un texte admirable de sagesse et je ne sais quoi, ce texte-là aura été donc en deuxième lecture à l'Assemblée torché en 2 jours. 2 jours qui ne sont pas des jours où on siège en plus, hein, donc autant dire que ça va être, les amendements ne seront pas sérieux, quoi. C'est vraiment se moquer du monde. Une rapidité troublante sur un sujet aussi grave que commande Jacqueline Kellen, auteure de l'essai « On ne pactise pas avec la mort ». Je pense qu'une réflexion sérieuse demande du temps, de la pondération, de la réflexion, enfin tout ce qui est d'ordre philosophique, et sur un sujet aussi grave, aussi vaste que la mort, qui est un mystère beaucoup plus qu'un problème technique à régler. Il faut en effet prendre beaucoup de temps, demander beaucoup d'avis et surtout soi-même avoir un sentiment personnel, une expérience aussi, et sans nul doute un esprit critique. Donc cette précipitation montre que c'est un rapport de force que l'on veut instaurer. Imposer une vision de la vie et de la mort, une idée pensée et travaillée dans les loges, comme le souligne l'avocat et l'essayiste Erwan Le Moredec, qui réagissait aux propos tenus par le sénateur radical du Rhône, Bernard Fialer. Je crois au flot de l'histoire et à l'émancipation des individus vers une maîtrise éclairée de leur existence, de la naissance au trépas, pour arriver à bon port. Un jour viendra pour l'émancipation vis-à-vis des forces spirituelles qui s'accrochent à la maîtrise de nos existences au nom d'une transcendance aliénante. Rien ne pourra arrêter le souffle qui pousse la quête de liberté. Une question évoquée par Jacqueline Kellen dans son ouvrage. Mais c'est de la pure novlangue, c'est de l'abstraction, et l'abstraction, on le sait, est d'ordre cérébral ou conceptuel. Ça ne parle pas au cœur, ce n'est pas humain. C'est une façon de noyer le poisson, d'anesthésier les consciences. Ça ferait rire si le sujet n'était pas aussi grave. Reste à savoir maintenant si ce bouleversement est vraiment sur le point d'être validé par le Parlement. Si le désaccord persiste entre les 2 chambres et qu'une commission mixte paritaire n'arrive à rien, scénario probable, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Évidemment, nous ne savons pas quel gouvernement nous aurons dans quelques mois. Que vont devenir des dizaines de milliers de détenus de l'État islamique libérés par l'offensive syrienne contre les Kurdes? C'est la question qui inquiète tout le monde dans un contexte régional tendu par la situation en Iran. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Quelques jours après l'offensive du pouvoir central islamiste de Damas contre les Kurdes, qui tenait encore début janvier le tiers est de la Syrie, le calme n'est toujours pas entièrement retombé dans le pays. En effet, les combattants kurdes du FDS sont désormais retranchés dans les zones ethniquement kurdes du pays et des escarmouches ou bombardements ponctuels se poursuivent encore chaque jour contre les positions tenues par les combattants kurdes. Il est difficile de prédire la suite des opérations, mais on ne donne pas très cher de la peau des Kurdes si une nouvelle offensive venait à avoir lieu, étant donné que les zones résiduelles qu'ils tiennent se trouvent coincées entre les forces du pouvoir islamiste de Damas et la Turquie. Selon Alexandre Goudarzi, expert de la région qui a vécu 5 ans en Syrie, les Kurdes, qui ont pourtant été le fer de lance de la lutte contre l'État islamique, ont, comme souvent dans leur histoire, été abandonnés par leurs partenaires. Les Kurdes ont été efficaces, disciplinés et disponibles, prêts à mourir contre l'État islamique. Mais jamais Washington n'a promis un État kurde, ni une autonomie garantie ou une protection à long terme. Pour les États-Unis, les Kurdes n'étaient qu'un proxy. Une fois Daesh affaibli, leur valeur stratégique s'est donc effondrée. Quant à Al-Joulani, il est devenu un acteur fréquentable. C'est un ennemi djihadiste, mais qui est devenu fréquentable. Donc, chef de Hayat Tahrir al-Sham,
affilié anciennement à Al-Qaïda, c'est toujours un islamiste radical, mais qui a changé de posture. Donc Washington voit aujourd'hui en lui un acteur local, enraciné, c'est-à-dire qu'il est dans une logique de djihad syrien, un islamo-nationalisme, qui combat Daesh. Donc il est aussi cette logique d'endiguement face à l'État islamique, mais aussi face à l'Iran, qui est la menace ennemie de Daesh, mais qui est une menace également dans la région pour les États-Unis et puis pour les sunnites. Et en plus de cela, eh bien, Al-Jolani ne vise plus l'Occident, donc c'est parfait pour les États-Unis. Donc il n'est plus la priorité ennemie. Les USA ne l'aiment pas, mais ils peuvent vivre avec lui. Il y a aussi un autre facteur, allié des États-Unis, qu'il ne faut pas oublier et qui, je pense, est décisif, c'est la Turquie. Pour Ankara, les Kurdes syriens sont une extension du PKK. Donc une menace existentielle. Or, la Turquie est membre de l'OTAN, elle contrôle des bases américaines clés, des bases de l'OTAN en général, mais américaines notamment. Elle bloque ou débloque des situations majeures, notamment en Ukraine, en mer Noire, en Méditerranée. Donc les États-Unis ont fait un choix clair, ne pas sacrifier leur relation avec la Turquie pour les Kurdes. Le nord de la Syrie est quant à lui coûteux, complexe et sans gain politique clair. Et en parallèle du sort des Kurdes, qui redoutent de connaître le sort peu enviable des autres minorités de Syrie, notamment si l'on repense aux massacres commis contre les Alaouites et les Druzes en 2025, une autre question retient l'attention du monde. Quid des dizaines de milliers de détenus de l'État islamique qui ont été libérés des prisons tenues par les Kurdes? En effet, outre des milliers de combattants djihadistes, il y a également des dizaines de milliers de femmes et d'enfants, parfois radicalisés, parfois titulaires de citoyennetés européennes, qui se retrouvent libérés après des années de captivité. La problématique de leur garde avait été confiée aux Kurdes, en dehors de tout cadre légal et dans des conditions souvent difficiles. Ces forces démocratiques syriennes ont détenu de nombreux combattants de l'État islamique, des dizaines de milliers, donc des Syriens, des Irakiens, des combattants étrangers, mais également des femmes et des enfants liés à l'État islamique, des familles, des veuves, des enfants soldats par exemple. Alors les conditions matérielles de ces détentions, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Kurdes n'étaient pas prêts en fait à gérer toute cette histoire. Ils n'ont pas prévu la guerre et ses conséquences. Donc quand on parle de dizaines de milliers de détenus, dont des milliers de djihadistes étrangers, il a fallu pour les Kurdes improviser des zones de détention, notamment des bâtiments réaffectés, des écoles, des entrepôts, des casernes, ce qui a entraîné une surpopulation chronique et une sécurité minimale. Et des détentions longues sans jugement formel. L'exemple du camp Al-Hol est assez explicite. On le décrit comme le plus grand camp djihadiste du monde. Les conditions ont été d'une extrême promiscuité, de nombreuses violences internes, des assassinats de femmes déviantes, l'endoctrinement des enfants et une justice religieuse clandestine de la part de l'État islamique. Donc les autorités kurdes contrôlaient le périmètre, mais l'État islamique contrôlait une partie de l'ordre social interne. Donc les Kurdes, eux, ont quand même supplié les pays d'origine de reprendre leurs ressortissants, supplié l'ONU de créer un tribunal international. Mais en conséquence, on a eu un refus massif de la part de ces États et donc un abandon de facto du problème aux Kurdes. On leur a délégué ce problème. Pour expliquer aussi un petit peu ce qu'ont vécu les Kurdes pendant toutes ces années, c'est des menaces constantes parce que étant responsables finalement malgré eux de la détention de ces milliers de djihadistes, ils ont dû essuyer plusieurs tentatives d'évasion, notamment celle de Hasakeh en 2022, mais des attaques récurrentes de la part de l'État islamique pour libérer les prisonniers, des bombardements turcs qui ont fragilisé la sécurité de ces camps et le retrait potentiel des forces américaines. Donc le paradoxe qui est fondamental concernant la question kurde, c'est que ce sont ceux qui ont détenu les djihadistes pour le compte du monde entier, sans reconnaissance politique, sans moyens juridiques et sans soutien durable. Donc ils ont été à la fois des geôliers, des victimes, des garants de la sécurité internationale et abandonnés diplomatiquement de tous. Et une partie de ces prisonniers de Daesh sont désormais transférés en Irak par les forces de la coalition internationale. Il n'est pas à exclure que l'Irak, qui jouit au moins d'un cadre légal que n'avaient pas les Kurdes, en juge certains, même si Bagdad ne se réjouit franchement pas de leur arrivée dans la valise des Occidentaux. Une autre possibilité, selon Alexandre Goudarzi, est qu'une partie d'entre eux soit utilisée contre l'Iran. Pour revenir aux combattants de l'État islamique, ceux qui ont été enfermés dans des prisons, dans des camps et qui ont été libérés, on a eu l'habitude de les voir en Syrie frapper différentes cibles et jouer les ambitions politiques des différentes puissances, qu'elles soient internes à la Syrie ou qu'elles soient régionales. Donc il n'est pas à exclure que demain, ces mêmes membres de l'État islamique soient chargés de frapper l'Iran au moment où les États-Unis affaibliraient la République islamique d'Iran par des frappes depuis le Golfe Persique. C'est un scénario qui n'est pas exclu et c'est un scénario qui fait sens chez les gens du Moyen-Orient qui sont habitués à la guerre.
En tout état de cause, en plein remodelage des équilibres mondiaux entre très grandes puissances actuelles ou à venir, États-Unis, Chine, Russie, Inde, etc., il ne fait guère de doute que la zone du Proche et du Moyen-Orient continuera de constituer un point d'instabilité dans le monde. Et même si on ne saurait les accabler de tous les maux dans la région, il ne fait guère de doute que le bilan des Occidentaux n'est pour le moins ni brillant ni honorable. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Entre repentance et diplomatie, des babioles, le Sénat a adopté à l'unanimité mercredi un projet de loi cadre gouvernemental visant à faciliter la restitution de biens dits culturels, souvent acquis pendant la période coloniale. Ce texte, promis par Emmanuel Macron dès 2017 à Ouagadougou, instaure une procédure intégrant une consultation obligatoire d'une commission nationale permanente et d'un comité scientifique bilatéral aux frais du contribuable, avec des critères précis pour certifier l'appropriation considérée désormais comme illicite. Il met fin aux restitutions au cas par cas via des lois spécifiques ou annonces présidentielles souvent qualifiées de fait du prince. Le ministre de la Culture, Rachida Dati, a salué une étape historique pour renforcer les liens culturels face au repli nationaliste. D'autres y voient plutôt une manière de courber un peu plus l'échine. Le texte transmis à l'Assemblée nationale pourrait conduire à traiter une douzaine de demandes en cours, notamment de l'Algérie, qui pourtant n'existait pas comme pays avant la colonisation, avec un renvoi sur ce territoire des effets personnels de l'émir Abdelkader pour le Mali. En proie à des attaques djihadistes, il pourrait s'agir de l'envoi du trésor de Ségou, qui ne manquera pas d'être rapidement pillé ou détourné, effaçant ainsi les quelques traces d'histoire existantes. Rachida Dati, la culture version People, lundi, au premier jour de la semaine de la haute couture à Paris, Victoria Beckham, la femme du fameux footballeur devenu homme d'affaires, a reçu l'insigne de chevalier de l'ordre des arts et des lettres des mains du ministre de la Culture. Cette distinction prestigieuse récompense sa contribution majeure au rayonnement des arts et de la mode, notamment via sa marque fondée il y a près de 20 ans. Lauréate d'un prix qui n'a décidément plus aucun sens, sinon de donner l'occasion à des apparatchiks de rencontrer des célébrités, la femme d'affaires britannique, affublée du titre de créatrice, rejoint d'autres designers étrangers comme Jean-Battista Valli en 2023 ou Demna Gvasalia en 2025. Mais l'ancienne Spice Girl rejoint aussi Barbara Bush, qui avait singé la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, également faite chevalier par le ministre Dati, qui brigue aujourd'hui la mairie de Paris. L'éducation sexuelle du gouvernement fait déjà son petit effet à l'école. Mercredi, des données sur les violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire ont été publiées par les ministères de l'Éducation nationale et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon ce rapport, 8% des élèves de CM1 et CM2 disent avoir été embrassés de force au moins une fois au cours de l'année scolaire. Un phénomène qui s'aggrave à l'adolescence alors que toujours, selon ce rapport, une lycéenne sur 10 déclare s'être déjà absentée de son établissement par peur au moins une fois au cours de l'année. S'il n'est évidemment pas question pour les autorités de remettre en cause la propagande sur l'éducation sexuelle, ces données arrivent en revanche à point nommé pour justifier l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un hôtel de luxe de Courchevel dévasté par un incendie. Mardi soir, le feu s'est déclaré dans les combles de l'hôtel des Grandes Alpes, un établissement 5 étoiles de la station de ski de Courchevel en Savoie. Plus de 90 personnes, clients et personnels de l'hôtel ont été évacués et relogés le soir même. Le lendemain, mercredi matin, 200 personnes situées dans un hôtel voisin ont été également évacuées à cause d'un risque de propagation. Une centaine de pompiers, dont des renforts venus d'Isère et de Haute-Savoie, a été mobilisée pour un incendie qui n'aura pas provoqué de mort. Seuls 10 pompiers ont été légèrement blessés. Notons que la mousse utilisée pour éteindre l'incendie a pénétré dans certaines canalisations d'eau potable, rendant l'eau impropre à la consommation. L'actualité internationale en bref. De l'ice au JO d'hiver en Italie, le jeu de mots est facile, la polémique plus délicate. Mercredi, l'ambassadeur américain à Rome a dû tenter de calmer les esprits en Italie autour de la présence d'une délégation de l'ICE, la police de l'immigration américaine, pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui se tiendront du 6 au 22 février. Contrairement aux craintes liées aux violences récentes reprochées à l'ICE aux États-Unis, il s'agit uniquement du service HSI pour Homeland Security Investigations de cette police dont le rôle sera consultatif et axé sur le renseignement, la cybercriminalité et les menaces transnationales. Aucune patrouille ni action coercitive n'est donc prévue, la sécurité reste entièrement sous responsabilité italienne.
100 millions d'euros de butin en or, bijoux et cash. Le bilan d'un casse spectaculaire visant une modeste caisse d'épargne et opéré fin décembre 2025 à Gelsenkirchen en Allemagne a été revu à la hausse. Les cambrioleurs ont vidé plus de 3000 coffres en perçant un mur depuis un parking voisin, profitant de la fermeture de Noël au Nouvel An. Ils ont utilisé une perceuse géante et séjourné plusieurs jours sur place. La police a mobilisé des centaines d'enquêteurs, mais aucune arrestation n'a pour l'instant été annoncée. Des clients ont perdu des fortunes et multiplient les plaintes. Une virée nocturne qui a mal tourné et qui embarrasse l'armée française. 4 élèves officiers de l'école de Saint-Cyr sont soupçonnés d'avoir incendié un navire marchand américain à Okinawa le 25 novembre 2024 lors d'un stage au Japon. En permission nocturne, ils seraient montés sur le bateau pour égayer leur soirée et lui auraient mis le feu par inadvertance. Les images de vidéosurveillance les montrent fuyant en sautant à l'eau. L'affaire a déclenché une information judiciaire à Paris pour dégradation et entrave à la justice. Une enquête disciplinaire interne est ouverte à l'armée de terre. L'information vient d'être ressortie par le Canard enchaîné dans la plus pure tradition antimilitariste du journal. La presse nippone s'était déjà fait l'écho de l'affaire à plusieurs reprises. La date de lancement de la mission Crew 12 avancée par la NASA. Le vol vers l'ISS emmenant l'astronaute française Sophie Adenau est désormais prévu au plus tôt le 11 février prochain, au lieu du 15. Cette accélération fait suite à l'évacuation médicale anticipée de l'équipage Crew 11, fenêtre de tir possible 11, 12 ou 13 février depuis Cap Canaveral, à bord d'une Crew Dragon de SpaceX. Sophie Adenau réalisera son premier vol spatial et deviendra la première française à bord de l'ISS depuis 1996. La mission d'environ 8-9 mois inclut 2 Américains et un Russe dans le cadre du partenariat ESA-NASA. Ce calendrier serré s'aligne avec les préparatifs d'Artemis 2 prévus le même mois. Ce soir immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.